Oublie tout ce que tu sais sur le voyage spatial. Je ne vais pas te parler de fusée, de carburant ou de budget. Parce que la véritable limite, ce n'est pas ça. Le véritable obstacle, c'est l'espace-temps lui-même. Et contrairement à la plupart des gens, je vais t'expliquer comment franchir cet obstacle. Je vais te prouver que le voyage intergalactique au cours d'une seule vie est non seulement possible, mais aussi inévitable. Si tu acceptes ce défi et que tu es prêt à voir la preuve, montre-le en t'abonnant. En ce moment même, à 1 500 000 km de nous, dans ce vide profond et absolu, une extension de l'humanité flotte silencieusement. Elle n'est peut-être pas plus grande qu'un court de tennis, mais elle a été conçue pour ébranler tout ce que nous pensions savoir sur l'univers. Cet œil, que nous appelons le télescope spatial James Webb, collecte la toute première lumière qui a commencé son voyage depuis un coin de l'univers il y a plus de 13 milliards d'années. C'est une lumière qui nous vient de l'époque où l'univers n'était encore qu'un bébé. Une lumière presque plus ancienne que tout ce qui existe. Réfléchissons-y un instant. Imagine un photon progressant sans jamais s'arrêter dans le vide infini de l'espace pendant 13 milliards d'années. Son long périple à travers la trame de l'univers en expansion, s'étirant et perdant lentement son énergie en chemin. Et puis, au terme de ce long voyage, il touche délicatement un miroir doré composé de cellules hexagonales. Un miroir parfaitement aligné, plus froid que l'espace lui-même. Ce que le Webb nous a montré, c'était un paysage dont nous ne soupçonnions pas l'existence. Des galaxies formées alors que l'univers n'avait que 290 millions d'années, c'est-à-dire quand il n'était qu'une ombre de lui-même. Des trous noirs plus massifs que l'ensemble de leur galaxie haute. Des étoiles qui ont brillé et se sont éteintes à l'aube des temps. Ce n'est pas seulement de l'astronomie, c'est une confrontation avec l'impossible. Une merveille technologique, flottant en un point d'équilibre cosmique. Le Webb n'est pas un télescope comme les autres. Il ne tourne pas en orbite autour de notre planète comme Hubble. Le Webb est comme suspendu à ce point spécial où les forces gravitationnelles du Soleil et de la Terre s'équilibrent avec une précision parfaite. En ce lieu, que les scientifiques appellent le deuxième point de Lagrange, règne un silence absolu, une obscurité totale, et c'est le point de départ parfait pour observer les secrets les plus profonds du cosmos. La réalisation de cette machine a coûté un budget de 10 milliards de dollars, 20 ans de dévouement et l'intelligence collective de milliers d'ingénieurs. Une seule erreur aurait pu mettre fin à ce rêve. Ces miroirs ont été fabriqués en beryllium, recouverts d'une fine couche d'or, car l'or réfléchit la lumière infrarouge bien mieux que n'importe quel autre matériau. Et cette lumière infrarouge est la clé de ce voyage. Alors, pourquoi l'infrarouge ? Parce que l'univers dans lequel nous vivons est en expansion constante. Et cette expansion étire la longueur d'onde de la lumière qui nous parvient des galaxies les plus lointaines, comme un élastique pendant son voyage. Cette énergie, qui a commencé comme une lumière bleue ou ultraviolette, se transforme en une lumière fatiguée et décalée vers le rouge lorsqu'elle nous atteint, après des milliards d'années de voyage. L'infrarouge. Les yeux de Hubble étaient aveugles à ces longueurs d'onde. Le Webb, lui, a été construit précisément pour voir cet univers qui restait caché à Hubble. Son bouclier solaire se déploie sur une surface aussi grande qu'un court de tennis. Sa mission est de protéger les instruments sensibles du télescope de la chaleur écrasante du Soleil. Le facteur de protection qu'il offre est d'1 million. 1 million. Sans ce bouclier, ces détecteurs sensibles auraient été réduits en cendres en quelques secondes. Alors que la température de la face tournée vers le Soleil dépasse les 100 degrés Celsius, l'autre côté, resté dans l'ombre,
demeure dans le froid glacial de moins 233 degrés. C'est cette extraordinaire différence de température qui permet au Webb d'entendre même les plus faibles murmures de lumière, les plus fatigués, venant de l'univers primitif. Le 25 décembre 2021, lorsque cette fusée s'est élevée dans le ciel, des milliers d'ingénieurs ont retenu leur souffle pendant 6 mois. Tout, absolument tout, devait fonctionner à la perfection. Chaque panneau solaire devait se déployer. Chaque miroir devait s'aligner avec une précision d'1 millième de millimètre. Une seule erreur signifiait la fin de la mission. Mais tout a fonctionné parfaitement, sans la moindre faille. Et puis, le Webb a ouvert les yeux. Il a regardé le temps, plus profondément qu'aucune machine n'avait jamais osé le faire. C'est le principe même de la machine à remonter le temps. Nous regardons dans le passé, parce que la lumière a une vitesse et la distance équivaut au temps. Chaque observation faite par le Webb est en réalité un voyage dans le temps. Lorsque nous regardons une galaxie située à 1 milliard d'années-lumière de nous, nous voyons en fait cette galaxie telle qu'elle était il y a 1 milliard d'années. C'est le temps qu'il a fallu à sa lumière pour nous parvenir. Le Webb pousse ce principe jusqu'à ses limites absolues. Il capture des photons qui ont commencé leur voyage à une époque où l'univers était encore plus jeune que 5% de son âge actuel. Ces anciennes galaxies apparaissent comme de pâles taches rouges sur le fond de l'obscurité cosmique. Leur lumière a voyagé pendant plus de 13 milliards d'années. Nous ne regardons pas seulement des objets lointains. Nous assistons à la naissance même du cosmos. Les scientifiques pensaient savoir à quoi devaient ressembler les toutes premières galaxies. De petites structures pâles et simples. Après tout, l'univers était encore trop jeune pour former des structures complexes. Dès sa première semaine d'activité, le Webb a anéanti toutes ses attentes. Les galaxies qu'il a vues n'étaient pas comme elles auraient dû être. Elles étaient bien trop grandes, bien trop lumineuses et bien trop évoluées. Certaines étaient déjà devenues des structures gigantesques dont la formation aurait dû prendre des milliards d'années. Un astronome a qualifié cette situation de totalement inattendue. Un autre a dit que cela pourrait démolir la cosmologie. Le modèle standard de l'univers prévoyait une chose. Le Webb, lui, montrait quelque chose de complètement différent. Chaque nouvelle image qui arrivait était remplie de galaxies, défiant des théories acceptées depuis des décennies. Chaque analyse spectrale racontait une histoire qui ne correspondait pas au manuel. Alors, que fais-tu lorsque ton instrument le plus avancé te montre quelque chose que tu pensais impossible? Tu continues de regarder. Et la découverte suivante du Webb fut encore plus étrange. Imagine vivre dans un monde où tout ce que tu as appris est soudainement remis en question. C'est exactement ce que vivent les scientifiques en ce moment. Les règles du jeu ont changé et personne ne sait pourquoi. Jadès, cette galaxie qui, par son existence, défie tout ce que nous connaissons. Elle est apparue comme un minuscule point rouge dans les premières images du champ profond du Webb. Les astronomes lui ont donné un numéro de catalogue et ont continué leur travail. Puis, quelqu'un a fait les calculs. La lumière de cette galaxie avait été étirée d'un facteur 15. Cela signifiait qu'elle existait seulement 290 millions d'années après le Big Bang. L'univers a 13,8 milliards d'années. Cette galaxie s'est donc formée à une époque où la réalité n'avait que 2% de son âge actuel. On l'appelle Jadès. Pendant des mois, les scientifiques ont examiné ces données. Ils étaient tellement convaincus d'avoir fait une erreur qu'ils ont tout vérifié, encore et encore. Mais les mesures n'ont pas changé.
Ce n'était pas une erreur. Jadès s'étend sur plus de 1600 années-lumière et brille de la lumière de jeunes étoiles en formation. La galaxie était si brillante que même si elle avait été 10 fois plus faible, le Webb l'aurait quand même détectée. Cela signifie qu'il y a de nombreuses autres galaxies de cette époque qui attendent d'être découvertes. Peut-être même des galaxies formées encore plus tôt, dans les 200 premiers millions d'années après la création. Et c'est là que le vrai problème commence. La cosmologie standard nous dit que les galaxies grandissent lentement. Elles commencent comme de petits amas de matière dans des halos de matière noire. La gravité attire le gaz. Les étoiles s'allument progressivement. Pendant des milliards d'années, ces petites galaxies fusionnent pour former des structures gigantesques. Jadès ne correspond pas du tout à ce scénario. Pour son âge, elle est trop brillante, trop ordonnée et trop grande. Les simulations informatiques prévoyaient que les premières galaxies seraient faibles, chaotiques et minuscules. Jadès n'est rien de tout cela. Sa lumière ne provient pas d'un trou noir, mais de jeunes étoiles, ce qui la rend encore plus mystérieuse. Car les trous noirs peuvent produire une luminosité énorme depuis une petite zone. Mais la formation d'étoiles prend du temps. Un temps que Jadès n'aurait pas dû avoir. D'autres galaxies précoces ont montré le même schéma. Toutes étaient plus grandes et plus brillantes qu'elles n'auraient dû l'être. Un astronome a résumé la situation ainsi. C'est comme s'attendre à un nouveau-né et se retrouver face à un adulte. L'univers n'a tout simplement pas eu assez de temps pour former ces structures par les processus traditionnels que nous connaissons. Certains scientifiques ont suggéré que la formation des galaxies dans l'univers primitif était peut-être beaucoup plus rapide. Peut-être que les étoiles se formaient plus efficacement à cette époque. Peut-être que les halos de matière noire s'effondraient plus vite. Ces idées aident un peu, mais n'expliquent pas presque pas complètement les observations. Les galaxies semblent toujours extrêmes. Une autre explication pourrait concerner les conditions initiales. Peut-être que le Big Bang n'a pas distribué la matière de manière complètement uniforme dans l'univers. Si certaines régions étaient plus denses que d'autres au départ, les galaxies auraient pu s'y former beaucoup plus rapidement. Mais cela soulève de nouvelles questions. Pourquoi ces régions denses existeraient-elles? Quel processus les a créées? La découverte de Jadès en seulement 10 mois d'observation a étendu notre vision de l'histoire cosmique de 40%. Chaque nouvelle galaxie trouvée à ces distances ajoute une nouvelle pièce à un puzzle qui refuse de s'assembler. Un chercheur l'a avoué, nous avons construit ces machines, non pas pour confirmer les paradigmes, mais pour les briser. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est comment ils allaient le briser. Et puis, le Webb a trouvé quelque chose qui fait paraître même ces galaxies géantes comme un petit problème. Des trous noirs qui brisent toutes les règles. Dans l'univers moderne où nous vivons, une règle silencieuse s'applique. Pour chaque 10 000 masses solaires accumulées dans les étoiles d'une galaxie, on trouve environ une masse solaire dans le trou noir central. Où que nous regardions, ce rapport se répète. Notre galaxie, la Voie lactée, obéit à cette règle. Nos galaxies voisines aussi. C'était comme une loi cosmique, jusqu'à ce que le Webb tourne son œil doré vers l'aube de l'univers. Les astronomes ont trouvé une galaxie datant d'une époque où le cosmos n'avait que 570 millions d'années. D'abord, ils ont mesuré la masse totale de ces étoiles, puis celle de son trou noir central. Les chiffres n'avaient aucun sens. Le trou noir était presque aussi massif que la masse stellaire totale de la galaxie. Pour chaque 10 masses solaires d'étoiles, il y avait une masse solaire de trou noir.
Cette galaxie dépassait la règle cosmique que nous connaissons d'un facteur de 1000. Les scientifiques appellent cela un trou noir supermassif. Mais ce terme n'exprime pas pleinement à quel point la situation est extraordinaire. Imagine un instant que ton cœur représente un dixième du poids total de ton corps. C'est exactement le rapport que nous voyons dans ces premières galaxies. Le trou noir n'est pas seulement au centre, il domine tout le système. Le Webb a trouvé des dizaines de ces objets étranges. Dans les images du ciel profond, ils apparaissent comme de petits points rouges. Cette couleur rouge provient du gaz chaud qui spirale vers sa mort autour du trou noir. En étant attiré à une vitesse incroyable vers l'horizon des événements, la matière s'échauffe à des millions de degrés et émet une énergie colossale. Cela crée un noyau intense et flamboyant qui éclipse toutes les étoiles environnantes. Cette découverte amène les astronomes à remettre en question tout ce qu'ils pensaient comprendre de l'évolution des galaxies. Dans les galaxies proches de nous, le trou noir et sa galaxie hôte grandissent ensemble, en harmonie. Une galaxie plus grande a un trou noir plus grand, et ce rapport de 1 pour 10 000 est toujours maintenu. Cette relation est si constante que les scientifiques ont bâti des théories entières dessus. Mais ces premières galaxies racontent une histoire complètement différente. Chez elles, les trous noirs ont grandi en premier, et ils l'ont fait à une vitesse incroyable. Ils sont devenus gigantesques avant même que leur galaxie hôtesse ait eu le temps de former suffisamment d'étoiles. Un chercheur a décrit la situation comme un bébé au cœur de géant. Les proportions ne correspondent absolument pas. Alors, comment ces trous noirs ont-ils pu grandir si vite en si peu de temps ? Deux théories principales se présentent à nous. La première implique la voie familière que nous appelons l'effondrement stellaire. Lorsque des étoiles massives arrivent en fin de vie, elles peuvent s'effondrer sur elles-mêmes pour former des trous noirs. Ces trous noirs grandissent ensuite en engloutissant la matière environnante. Cependant, ce processus prend du temps. Même si un trou noir se nourrissait constamment à la vitesse maximale possible, il faudrait des conditions quasi parfaites pour qu'il passe d'un vestige stellaire à des millions de masses solaires en seulement 500 millions d'années. La deuxième théorie suggère que certains trous noirs sont nés déjà grands. Au lieu de se former à partir d'étoiles qui s'effondrent, ils se sont formés par l'effondrement direct de nuages de gaz gigantesques. Ces trous noirs primordiaux auraient commencé leur vie avec des milliers, voire des millions de masses solaires. Ils auraient ainsi complètement sauté la lente voie de la formation stellaire. Les données du Webb semblent maintenant soutenir ce scénario d'effondrement direct. Plusieurs observations indiquent que ces trous noirs massifs n'auraient pas pu atteindre une telle taille dans la jeunesse de l'univers en partant de graines stellaires. Ils ont dû commencer grands, ce qui, en soi, crée un nouveau mystère. Quelles conditions particulières permettent à un nuage de gaz géant de s'effondrer en un seul trou noir, plutôt que de former d'innombrables étoiles? L'histoire devient encore plus étrange ici, car ces trous noirs supermassifs ne sont pas répartis au hasard dans l'univers primitif. Ils semblent faire partie d'un réseau. En cartographiant l'univers primitif, les astronomes ont découvert que ces petits points rouges se regroupent au sein de la structure que nous appelons la toile cosmique. C'est la structure à grande échelle de l'univers, où les galaxies se rassemblent le long de filaments de matière noire, comme des perles sur des fils invisibles. Leur emplacement nous donne un indice crucial sur quand et comment ces trous noirs se sont formés. Les galaxies plus évoluées apparaissent généralement dans les nœuds denses où ces filaments se croisent.
Celles qui sont moins évoluées se répartissent le long des filaments eux-mêmes. Ces petits points rouges occupent des positions spécifiques sur la toile. Ce ne sont peut-être pas les plus grandes structures, mais elles sont parmi les plus actives. Leurs trous noirs dévorent la matière à des rythmes effrénés. Une étude a analysé 7 petits points rouges datant d'une époque où l'univers était 12,5 milliards d'années plus jeune qu'aujourd'hui. Les 7 montraient le même schéma. Des galaxies relativement petites avec des trous noirs centraux surmassifs. Cette cohérence est remarquable. Il ne s'agit pas de quelques exemples étranges et isolés. Cela ressemble à une population distincte d'objets de l'univers primitif. Lorsque les trous noirs se nourrissent, ils émettent des radiations autour d'eux. Cette énergie se propage dans le gaz environnant, le chauffe et le repousse. Les astronomes appellent cela la rétroaction. Dans les galaxies proches de nous, la rétroaction des trous noirs est un mécanisme qui régule la formation d'étoiles. S'il y a trop de rétroaction, de nouvelles étoiles ne peuvent pas se former. S'il y en a trop peu, les étoiles se forment si rapidement que la galaxie épuise son gaz. Dans ces premières galaxies, cependant, la rétroaction pourrait expliquer pourquoi les galaxies sont restées si petites. Les trous noirs gigantesques pourraient être entrés en jeu très tôt et avoir bombardé leur environnement d'énergie. Cela aurait pu empêcher la galaxie de former un grand nombre d'étoiles. Le trou noir, en substance, avait rabougri sa galaxie hôte. Plus tard, lorsque le trou noir se serait calmé, le gaz aurait pu refroidir et former des étoiles à des taux normaux. Cela aurait progressivement rétabli le rapport familier que nous voyons dans les galaxies modernes. Mais il y a un problème de chronologie. Si les trous noirs se forment en premier et empêchent la formation d'étoiles, d'où viennent ces trous noirs au départ? Ils ont besoin de gaz pour grandir. S'ils repoussent tout le gaz par rétroaction, comment sont-ils devenus gigantesques? La séquence des événements ne correspond pas tout à fait. Certains chercheurs proposent un scénario d'explosion. Le trou noir se forme et passe par une phase de croissance rapide où il engloutit une grande quantité de gaz avant que l'énergie de rétroaction ne s'accumule suffisamment pour repousser la matière. Dans cette brève fenêtre d'opportunité, le trou noir peut atteindre des millions de masses solaires. Ensuite, la rétroaction entre en jeu et arrête à la fois la croissance du trou noir et la formation d'étoiles. Le système passe ensuite à un état plus calme. D'autres pointent vers les fusions. Lorsque deux galaxies entrent en collision, leurs trous noirs centraux peuvent aussi fusionner. Cela crée instantanément un trou noir plus grand. Comme les galaxies étaient l'un des plus proches les unes des autres dans l'univers primitif, les fusions ont pu se produire plus fréquemment. Ces séquences de danse cosmique, où les événements se déroulent dans un ordre chronologique précis, nous amènent à une question profonde et déroutante. Qu'est-ce que le temps? Ces séquences, ces concepts d'avant et d'après, sont-ils une réalité fondamentale de l'univers? Ou bien, le passé, le présent et le futur existent-ils peut-être simultanément? Est-il possible que le futur soit déjà écrit et que le temps ne soit qu'une illusion? Nous réfléchirons ensemble à cette question profonde, où les frontières de la physique et de la philosophie s'entremêlent, lors de notre prochaine étape. Car cette danse apparemment séquentielle des événements cosmiques n'est peut-être qu'un effleurement de la surface d'un mystère bien plus grand. L'idée qu'une série de fusions puisse créer des trous noirs supermassifs à une vitesse surprenante semble plausible. En effet, le web nous a déjà fourni les premiers indices de fusion de trous noirs à l'aube de l'univers, soutenant cette idée.
nous voyons que certains trous noirs surmassifs se trouvent dans des régions chimiquement étonnamment pauvres. Lorsque les étoiles explosent à la fin de leur vie, elles dispersent des éléments lourds dans l'univers. Ces éléments enrichissent le gaz environnant. Par conséquent, on s'attendrait à ce qu'une galaxie ayant abrité de nombreuses étoiles contienne une abondance de ces éléments. Cependant, les galaxies hôtesses de certains trous noirs surmassifs ne montrent pas cette richesse. C'est la preuve que très peu d'étoiles ont vécu et sont mortes dans ces régions. Si ce trou noir s'est formé par l'effondrement direct de gaz d'hydrogène et d'hélium pur, il n'aurait pas eu besoin des cendres des générations d'étoiles précédentes. Dans ce cas, une faible richesse chimique serait un résultat attendu. Mais confirmer cette histoire nécessite plus d'observations. Chaque spectre de lumière capté par le web ajoute un nouveau coup de pinceau à cette grande image. Les astronomes savent maintenant une chose avec certitude. L'univers primitif fonctionnait avec des règles différentes de celles de l'univers moderne dans lequel nous vivons. Et ces différences s'étendent bien au-delà des seuls trous noirs. Alors, voudrions-nous vivre dans une galaxie dominée par un trou noir monstrueux, ou préférerions-nous le calme relatif de notre propre galaxie, la Voie lactée? L'univers primitif n'offrait pas le choix. C'était un endroit sauvage, prédateur, un royaume où les trous noirs régnaient et où les galaxies luttaient pour survivre. Et tandis que ces géants dominaient l'aube de l'univers, au même moment, quelque chose d'encore plus étrange se produisait dans les profondeurs plus proches du temps. Des explosions qui résonnent au bord du temps, quand les étoiles meurent. C'était il y a 350 ans. Une étoile a explosé. Le flash instantané de la supernova s'est propagé vers l'extérieur à la vitesse de la lumière, une onde lumineuse traversant le vide sombre entre les étoiles. Et après un certain temps, cette onde de radiation a atteint un nuage interstellaire de poussière et de gaz. Le télescope spatial James Webb a observé ce qui s'est passé juste après ce moment. La lumière a frappé la poussière et l'a illuminée de l'intérieur pendant un instant. Le Webb a capturé ce flash momentané avec des détails exquis, jamais vus auparavant. Ce que les scientifiques ont vu ressemblait aux nœuds et aux parois des veines dans le tronc d'un arbre. Des couches de matière compactées ont révélé des structures à une échelle de 400 unités astronomiques, soit moins d'1 centième d'année-lumière. C'était un niveau de détail si fin que personne ne savait qu'il existait dans le milieu interstellaire. Les astronomes appellent ce phénomène un écho de lumière. Il fonctionne exactement comme l'écho sonore qui se répercute sur les parois d'un canyon, mais avec la lumière. Le flash de la supernova agit comme un projecteur cosmique, illuminant brièvement de la matière qui resterait normalement invisible. À mesure que cette onde lumineuse s'étend vers l'extérieur, elle continue d'éclairer de la matière de plus en plus éloignée. Cela crée un écho qui se déplace dans l'espace et progresse avec le temps. Les observations ont visé un écho de lumière près d'un rémanent de supernova, Cassiopée A. Ce sont les restes fragmentés d'une étoile qui a explosé au XVIe siècle. Le Webb n'a pas regardé le rémanent lui-même. Il s'est plutôt concentré sur la matière en arrière-plan, illuminée par la lumière de cette ancienne explosion. Cette matière n'a rien à voir avec l'étoile qui a explosé. C'est juste un nuage de poussière et de gaz interstellaire, sans lien, qui se trouvait au bon endroit, au bon moment. La structure fine qui est apparue a stupéfié l'équipe de recherche. Ils s'attendaient à voir des nuages diffus et informes. Au lieu de cela, ils ont trouvé des couches organisées. Un scientifique a décrit cela comme un oignon
avec des coquilles imbriquées. Les couches de matière étaient empilées les unes sur les autres en motifs complexes. Certaines semblaient avoir été influencées par des champs magnétiques invisibles s'étendant dans l'espace, alignant la poussière en formation parallèle. Cette découverte est importante, car le vide entre les étoiles n'est en fait pas vide. Chaque mètre cube contient des atomes de gaz et des grains de poussière. La plupart de cette matière est rassemblée dans des nuages où naissent de nouvelles étoiles. Comprendre leur structure interne aide les astronomes à comprendre comment fonctionne la formation d'étoiles. Avant le Webb, les scientifiques ne pouvaient étudier que l'extérieur de ces nuages. Maintenant, nous pouvons regarder à l'intérieur. Ces structures en forme de feuilles mesurent environ 400 unités astronomiques de large. À titre de comparaison, notre système solaire entier, y compris l'orbite de Neptune, ne mesure que 120 unités astronomiques de large. Ces feuilles sont donc plusieurs fois plus grandes que notre système planétaire, et pourtant ce sont de minuscules caractéristiques à l'intérieur de nuages beaucoup plus grands. Alors, pourquoi la matière s'organise-t-elle en feuilles de cette manière, plutôt qu'en amas aléatoires? Les champs magnétiques offrent une explication. De nombreuses régions du milieu interstellaire sont ionisées, ce qui signifie que les atomes ont perdu leurs électrons. Les particules chargées et les grains de poussière ont tendance à s'aligner le long de ces champs magnétiques. Avec le temps, cela crée des structures allongées. La turbulence dans le gaz joue également un rôle, mélangeant la matière en motifs complexes. Les chercheurs pensent que la plupart des régions denses et poussiéreuses de l'espace ressemblent à cela de l'intérieur. Nous n'avions simplement jamais pu regarder à l'intérieur auparavant. Chaque nuage moléculaire, chaque région de formation d'étoiles contient probablement des structures en couches similaires. Le Webb nous a donné un modèle pour comprendre l'architecture tridimensionnelle de l'espace interstellaire. Ces observations révèlent également comment la matière se déplace entre les étoiles. Ces feuilles peuvent canaliser les flux de gaz et transporter la matière le long de chemins spécifiques. Et là où ces feuilles se croisent ou se compressent, les conditions peuvent favoriser la formation d'une nouvelle étoile. Comprendre cela nous aide à prédire où de nouvelles étoiles s'allumeront. La technique de l'écho de lumière ouvre une toute nouvelle voie pour étudier le milieu interstellaire. Les astronomes peuvent attendre que des supernovas ou d'autres événements lumineux et transitoires éclairent différentes régions de l'espace. Ils observent ensuite les structures révélées avec le Webb. Chaque écho offre un instantané d'un volume différent de l'espace interstellaire, mais tandis que le Webb examinait le vide entre les étoiles de notre voisinage galactique, il regardait en même temps des étoiles mourantes dans les profondeurs les plus lointaines du temps. Des messages qui nous parviennent de géants mourants, les sursauts gamma. Un jour, un télescope dans l'espace a détecté un flash instantané de rayons gamma. L'explosion n'a duré que quelques secondes. En quelques heures, des télescopes terrestres du monde entier se sont tournés dans cette direction pour observer la lueur déclinante. Et la lumière qu'ils ont vue racontait une histoire extraordinaire. Cette explosion s'est produite alors que l'univers n'avait que 730 millions d'années. Elle provenait d'une étoile massive au moment de sa mort. Les étoiles, 10 fois plus massives que notre Soleil, vivent vite et meurent violemment. Lorsque leur combustible nucléaire est épuisé, leur noyau s'effondre sur lui-même en moins d'une seconde. Les couches externes de l'étoile s'effondrent également vers l'intérieur, rebondissent sur le noyau en effondrement comme sur un trampoline et explosent vers l'extérieur avec une force immense. C'est une supernova. Dans les plus grandes étoiles,
Cet effondrement crée également des jets de matière qui jaillissent de l'intérieur de l'étoile à une vitesse proche de celle de la lumière. Ces jets produisent des rayons gamma, la forme de lumière la plus énergétique. Et si l'un de ces jets est pointé directement vers la Terre, nous le détectons comme un sursaut gamma. C'est exactement ce qui s'est passé ce matin-là. Les astronomes avaient déjà vu des sursauts gamma lointains, mais celui-ci battait un record. La lumière avait voyagé pendant plus de 13 milliards d'années pour nous atteindre. Nous observions une étoile qui a explosé à l'époque que nous appelons l'ère de la rayonisation, c'est-à-dire au moment où les premières étoiles et galaxies ont commencé à dissiper le brouillard d'hydrogène neutre qui remplissait l'univers. Et cette découverte n'était pas un hasard. Les télescopes terrestres ont confirmé cette distance extraordinaire grâce à la spectroscopie. Mais les observations clés sont venues 110 jours après l'explosion, lorsque le Webb a tourné son attention vers cette région. À ce moment-là, la première lueur s'était éteinte. Ce qui restait, c'était la supernova elle-même. Un événement plus lent et plus faible que le sursaut gamma. Le Webb a réussi à distinguer la lumière fatiguée et déclinante de la supernova de la lueur beaucoup plus faible de sa galaxie hôte. C'est une tâche techniquement incroyablement difficile. La supernova éclipse tellement sa galaxie hôte que, vues de la Terre, elles apparaissent toutes deux comme un seul point de lumière. La vision infrarouge perçante du Webb a rendu cette distinction possible. Le télescope a identifié à la fois l'explosion et la galaxie qui abritait cette étoile mourante. Et les observations ont révélé quelque chose d'inattendu. Cette supernova antique ressemblait étonnamment aux supernovas que nous voyons dans l'univers moderne. Les astronomes l'ont comparée à une supernova proche et bien étudiée de l'année 1998. Sa luminosité, son spectre lumineux et son évolution dans le temps correspondaient presque parfaitement. Bien qu'elle se soit produite dans un environnement complètement différent, à une toute autre époque de l'univers, l'explosion avait suivi les mêmes lois physiques fondamentales. C'est à la fois rassurant et déroutant. Rassurant, car cela montre que les lois de la physique n'ont pas changé au fil du temps cosmique, qu'elles sont les mêmes partout dans l'univers. La façon dont les étoiles massives meurent aujourd'hui est la même qu'il y a des milliards d'années. Déroutant, car les conditions de l'univers primitif étaient très différentes. Les étoiles de cette époque étaient composées presque exclusivement d'hydrogène et d'hélium pur. Les étoiles modernes, elles, contiennent les éléments plus lourds créés par les générations précédentes. Ces éléments lourds influencent la façon dont les étoiles vivent et meurent. La similitude entre ces supernovas antiques et modernes suggère que cette richesse en éléments, que nous appelons la métallicité, est peut-être moins importante que ce que les astronomes pensaient. Ou peut-être que les plus grandes étoiles se comportent de manière similaire, quelle que soit leur composition chimique. D'autres observations de supernovas lointaines aideront à résoudre cette question. La galaxie haute elle-même donne également des indices importants sur l'univers primitif. Elle est petite et faible, à peine détectable même avec le Webb. Cela nous dit que des étoiles massives pouvaient se former et mourir, même dans certaines des plus petites galaxies. Ces petites galaxies pourraient être les briques de base qui ont ensuite fusionné pour former des structures plus grandes. Trouver des supernovas à de si grandes distances ouvre une toute nouvelle voie pour étudier l'univers primitif. Chaque explosion agit comme un phare, éclairant brièvement son environnement. Les astronomes peuvent étudier le gaz autour de l'étoile mourante, mesurer sa composition et sa densité. Cela révèle les conditions du milieu interstellaire il y a des milliards d'années. Les sursauts gamma associés à des supernovas testent également les modèles d'évolution stellaire.
les théoriciens prédisent comment les étoiles massives devraient se comporter à différentes époques cosmiques. Les observations confirment ou défient ces prédictions. Cette correspondance étroite entre cette supernova antique et les modernes soulève des questions sur pourquoi les environnements pauvres en métaux ne produisent pas de différences plus significatives. Mais tandis que cette étoile explosait seule, quelque part ailleurs dans l'univers primitif, quelque chose de complètement différent se produisait. Les trous noirs ne mourraient pas seuls, ils fusionnaient, Z7, quand les monstres cosmiques entrent en collision. La galaxie avait 2 noyaux brillants. C'est ce que les astronomes ont immédiatement remarqué en examinant les images du web d'un système appelé ZS7. La galaxie existait 740 millions d'années après le Big Bang. Au début, les scientifiques se sont demandé s'ils regardaient une seule galaxie avec une structure inhabituelle. Puis, ils ont analysé son spectre lumineux. Les données ont montré du gaz se déplaçant rapidement près des 2 points brillants. Le gaz tournait sur des orbites étroites, à des centaines de kilomètres par seconde. C'est la signature de la matière tombant dans un trou noir. En accélérant, le gaz s'échauffe, atteint des millions de degrés et émet ces longueurs d'onde de lumière caractéristiques qui révèlent la présence d'un trou noir se nourrissant activement. Les 2 noyaux montraient cette signature. ZS7 contenait 2 trous noirs supermassifs en orbite, l'un autour de l'autre. C'est la plus ancienne fusion de trous noirs jamais détectée. Les 2 objets spiralent l'un vers l'autre. Ils sont condamnés à entrer en collision et à fusionner pour former un seul trou noir, encore plus massif. L'imagerie nette du web a permis à l'équipe de distinguer les 2 trous noirs. Ils sont proches l'un de l'autre, mais visibles séparément. Les télescopes terrestres les auraient en vue comme un seul point flou. Les télescopes spatiaux antérieurs au web n'avaient pas la sensibilité infrarouge nécessaire pour étudier des objets aussi lointains en détail. Seul le web pouvait résoudre ce système et l'identifier comme une fusion en cours. Cette découverte a des implications profondes pour comprendre comment les trous noirs supermassifs de notre univers local sont devenus si grands. La plupart des grandes galaxies abritent un trou noir supermassif en leur centre. Mais comment ces objets ont-ils atteint des millions ou des milliards de masses solaires? Un mécanisme est la fusion. Lorsque 2 galaxies entrent en collision, leurs trous noirs centraux finissent par sombrer au centre du système fusionné et s'unir. Si de telles fusions étaient rares dans l'univers primitif, alors les trous noirs auraient dû grandir principalement en engloutissant le gaz environnant. C'est un processus lent. Même si un trou noir se nourrissait à la vitesse maximale possible, il faudrait des centaines de millions d'années pour qu'un trou noir de masse stellaire atteigne des tailles supermassives. Trouver de telles fusions à l'aube cosmique suggère que ces événements se produisaient assez souvent pour accélérer considérablement la croissance des trous noirs. Les 2 trous noirs de Z7 ne se touchent pas encore. Ils orbitent l'un autour de l'autre et perdent lentement de l'énergie en se rapprochant. Cette perte d'énergie se produit par le biais des ondes gravitationnelles, ces ondulations de l'espace-temps prédites par Einstein. En orbitant, les trous noirs émettent ces ondes qui emportent leur énergie orbitale. Cela provoque le rétrécissement de l'orbite. Et lorsque ces trous noirs finiront par fusionner, la collision libérera une énorme rafale d'ondes gravitationnelles. Les futurs détecteurs d'ondes gravitationnelles pourront détecter des fusions comme celle-ci. La prochaine génération de détecteurs spatiaux étendra leur portée aux trous noirs supermassifs des premières ères de l'univers. La détection des ondes gravitationnelles provenant de fusions de trous noirs dans l'univers primitif révélera à quelle fréquence ces événements se produisent.
Les astronomes pourront alors calculer quelle part de l'augmentation de la masse des trous noirs provient des fusions et quelle part de l'accrétion de gaz. Le système ZS7 nous en apprend aussi sur les fusions de galaxies dans l'univers primitif. Lorsque les galaxies entrent en collision, leurs étoiles, leurs gaz et leur matière noire interagissent. Finalement, les deux galaxies fusionnent complètement pour former une seule galaxie plus grande. La fusion des trous noirs centraux prend plus de temps, car ils doivent perdre leur moment angulaire pour atteindre le centre. Les trous noirs spiralent vers l'intérieur pendant des millions d'années avant de finalement fusionner. La masse stellaire de ZS7 est similaire à celle du Grand Nuage de Magellan, une petite galaxie en orbite autour de la Voie lactée. Imagine maintenant que le Grand Nuage de Magellan contienne deux trous noirs supermassifs aussi grands que celui au centre de la Voie lactée. Ces trous noirs domineraient la dynamique de toute la galaxie. C'est exactement ce que nous voyons dans SS7. Trouver cette fusion si tôt dans l'histoire cosmique montre que les processus qui façonnent les galaxies et les trous noirs aujourd'hui étaient déjà à l'œuvre à l'époque. Mais quelque chose d'autre à propos de ces systèmes primitifs a continué de déconcerter les scientifiques. Lequel choisirions-nous? Vivre dans une galaxie paisible ou dans une galaxie déchirée par les marées de deux trous noirs en fusion? Les ondes gravitationnelles seules feraient onduler le tissu de l'espace-temps comme la surface de l'eau dans une tempête. L'univers primitif était un champ de bataille. Et les cicatrices de cette guerre sont tissées dans la trame du cosmos silencieux d'aujourd'hui. La rayonisation, le moment où la lumière a vaincu les ténèbres. Au tout début, juste après le Big Bang, l'univers n'était qu'un souffle incandescent. Protons et électrons dansaient librement dans un plasma chaud rempli de lumière. Mais à mesure que l'espace s'est étendu et refroidi, cette danse a pris fin. Électrons et protons se sont combinés pour former des atomes d'hydrogène neutre. L'univers est devenu transparent, mais c'était la transparence du silence, pas de la vue. Et les ténèbres sont tombées. La longue nuit, que les astronomes appellent les âges sombres, cosmiques, a commencé. Il n'y avait pas encore d'étoiles pour éclairer l'obscurité, et l'hydrogène neutre remplissait l'univers comme un brouillard. Ce brouillard absorbait la lumière ultraviolette si efficacement que tout murmure de lumière tentant de parcourir de longues distances s'éteignait avant d'achever son voyage. Puis, dans ces ténèbres, les premières lanternes se sont allumées. Les premières étoiles se sont formées. Leur rayonnement ultraviolet intense a commencé à rayoniser le brouillard d'hydrogène environnant, séparant à nouveau les atomes en protons et électrons. L'hydrogène ionisé est transparent à la lumière ultraviolette. Chaque étoile a créé autour d'elle une bulle de transparence qui s'est étendue vers l'extérieur. À mesure que de plus en plus d'étoiles se formaient, ces bulles ont grandi, se sont touchées et ont fini par fusionner. En quelques centaines de millions d'années, l'univers entier a été rayonisé. Nous appelons cette grande transformation du neutre à l'ionisé la rayonisation. C'est l'un des tournants majeurs de l'histoire cosmique. Comprendre quand et comment cela s'est produit, c'est comprendre l'histoire de ces premières étoiles et galaxies. Le web a été conçu spécifiquement pour étudier cette époque, et le défi auquel il a été confronté était le suivant. Tous les photons nés dans une galaxie ne peuvent pas s'en échapper. Tout comme la lumière d'un phare dans un port brumeux est en partie absorbée par le brouillard, une partie de la lumière ultraviolette peut être absorbée par la poussière ou le gaz neutre à l'intérieur même de la galaxie. Seuls les photons qui peuvent s'échapper dans le grand vide intergalactique peuvent participer à la bataille de la rayonisation.
Les spectres lumineux du web nous donnent des indices sur ces taux d'échappement. Et ce que les observations actuelles montrent, c'est ceci. La plupart de ces premières galaxies étaient assez efficaces pour libérer des photons ionisants vers l'extérieur. Combiné au nombre surprenant de galaxies brillantes et précoces que le web a trouvées, cela nous raconte une nouvelle histoire. Les galaxies seules ont peut-être rayonisé l'univers. On pensait autrefois qu'il fallait des monstres exotiques, comme les quasars, pour accomplir cette grande illumination. Mais l'histoire que le web nous montre est beaucoup plus familière. Ce sont ces premières galaxies apparemment ordinaires, remplies d'étoiles, qui ont fait le travail. La chronologie de cette illumination reste cependant entourée de mystères. Le processus a-t-il été rapide ou lent? Les premiers de résultats indiquent que le processus s'est accéléré autour d'un décalage vers le rouge de 8, c'est-à-dire lorsque l'univers était encore très jeune. Un autre mystère concerne la géométrie de cette illumination. Les bulles ionisées ont-elles grandi de manière égale dans toutes les directions ou ont-elles suivi la toile cosmique, ce squelette invisible de l'univers? L'image qui se dessine est celle d'un processus complexe, inégal, variant d'une région à l'autre. Imagine pouvoir vivre ce moment où l'univers est passé de l'obscurité à la lumière. Le web nous offre précisément cette fenêtre. Nous voyons les premiers phares qui ont percé la nuit cosmique. Nous assistons à la façon dont les étoiles, photon par photon, ont reconquis l'univers. C'était une guerre menée contre les ténèbres elles-mêmes. Et la lumière a gagné. Population 3. Les fantômes du temps primordial. Les premières étoiles de l'univers. Elles ne ressemblaient à rien de ce que nous connaissons aujourd'hui. Elles se sont formées à partir du gaz le plus pur, non contaminé par les cendres des générations d'étoiles précédentes. Juste de l'hydrogène, de l'hélium et ces minuscules traces de lithium produites lors du Big Bang. Pas de carbone, pas d'oxygène, pas de fer, rien de plus lourd que le lithium. Les astronomes les appellent les étoiles de population 3. Nous n'en avons jamais observé directement. Chaque étoile que nous avons étudiée contient au moins une petite quantité d'éléments lourds. Mais la théorie dit qu'elles ont dû exister, parce que quelqu'un devait créer ces premiers éléments lourds. Et ils sont venus de la première génération d'étoiles. C'étaient des géants. Sans éléments lourds pour aider le gaz à se refroidir, les nuages formant des étoiles restaient chauds et résistaient à l'effondrement. Seuls les plus grands nuages pouvaient surmonter cette résistance. C'est pourquoi les étoiles de population 3 avaient des masses de 50 à 500 fois celles du Soleil. Les étoiles massives brûlent brillamment et meurent jeunes. Leurs vies ont duré un instant éblouissant et leur mort fut un cadeau à l'univers. En quelques millions d'années, elles ont épuisé leur carburant, ont explosé en supernova et ont dispersé dans l'espace les premiers éléments lourds qu'elles avaient à forger en leur sein. La génération suivante d'étoiles s'est formée à partir de ce gaz enrichi. Elles ont disparu il y a des milliards d'années. Mais si nous regardons assez loin dans le temps, nous pouvons encore voir le fantôme de leur lumière. Les observations du web d'une galaxie nommée GNZ11 offrent des indices séduisants. Dans le spectre de la galaxie, il y a des traces étranges qui correspondent aux modèles que les théoriciens prédisent pour les régions où se forment les étoiles de population 3. Ce n'est pas encore une preuve définitive, mais c'est un murmure venu du coin le plus reculé de l'univers. Et ce murmure excite les scientifiques. Si cela se confirme, ce sera la première détection de ces étoiles qui ont apporté la première lumière à l'univers. Elles ont semé
les premières graines qui ont rendu possible les planètes et, finalement, nous-mêmes. Elles étaient les soldats en première ligne de la guerre de la rayonisation. Avec leur lumière ultraviolette intense, elles ont dissipé ce brouillard neutre et ont permis à la lumière de voyager à nouveau librement dans l'univers. Le web chasse maintenant systématiquement ces fantômes. Cette découverte nous reliera directement au premier chapitre de l'histoire cosmique. Nous verrons alors les ancêtres de toutes les étoiles, les moteurs originels qui ont fait passer l'univers de l'obscurité à la lumière. Réfléchissons-y un instant. Imaginez être témoin de ces premières étoiles, ces premiers monstres, des centaines de fois plus grands que notre Soleil, formés d'hydrogène et d'hélium pur. Leur vie, un clin d'œil cosmique, n'ont duré que quelques millions d'années. Mais dans ce court laps de temps, elles ont changé l'univers pour toujours. Sans elles, nous ne serions pas là. Sans elles, il n'y aurait ni planète, ni éléments lourds, ni vie. Cependant, alors que les Sept Medicine scientifiques cherchent les fantômes de ces premières étoiles, ils sont tombés sur des objets qui ne figuraient sur aucune carte, des objets qu'ils ne peuvent pas expliquer. Dans cette fenêtre ouverte par le web sur les profondeurs du temps, apparaissent de minuscules taches d'un rouge sombre. Denses, brillantes, rouges, les astronomes les appellent les petits points rouges. C'est un nom délibérément vague pour des objets qui résistent à toutes les règles de classification. Ils existaient à une époque où l'univers avait entre 1 et 2 milliards d'années. Et leur couleur rouge est un écho du gaz chaud tourbillonnant autour d'un trou noir central. Alors que la matière est aspirée dans cette spirale de singularité, la friction la chauffe à des millions de degrés. Et nous voyons cette couleur particulière en fonction de la température du gaz et de la quantité de poussière qui enveloppe le système comme un voile. La poussière dense absorbe les longueurs d'ondes plus courtes et fait paraître l'objet rouge à nos yeux. Ces petits points rouges ne sont pas rares. Au contraire, ils représentent quelques pourcents de la population de galaxies à cette époque précoce. C'est cette fréquence qui surprend les scientifiques. Personne n'avait prédit l'existence d'un si grand nombre d'objets rouges denses à l'aube de l'univers. Ce qui les rend vraiment déroutants, c'est l'histoire qu'ils racontent. Leur spectre, l'empreinte digitale de la lumière, raconte deux vérités contradictoires en même temps. D'un côté, il y a le murmure large et diffus du gaz tournant à des milliers de kilomètres par seconde autour d'un trou noir. De l'autre, il y a les notes nettes et étroites du gaz beaucoup plus calme et lent d'une pouponnière d'étoiles. Normalement, nous trouvons ces deux signatures dans différents types d'objets. Les galaxies actives alimentées par des trous noirs supermassifs présentent des raies larges. Les galaxies remplies d'étoiles, des raies étroites. Mais les petits points rouges racontent ces deux histoires simultanément. Sont-ils des galaxies avec des trous noirs exceptionnellement actifs ou des trous noirs avec une formation d'étoiles exceptionnellement puissante autour d'eux? Ou sont-ils quelque chose de complètement différent? Leur taille compacte approfondit encore ce mystère. Ces objets apparaissent comme de simples points, même pour le web. L'énergie colossale qu'ils émettent est confinée dans un volume 100 fois plus petit que la Voie lactée. Alors, quelle pourrait être la réponse à cette énigme? Certains chercheurs soutiennent que les petits points rouges ne sont que des quasars cachés derrière un épais rideau de poussière. Si tu entoures un quasar d'assez de poussière, sa lumière devient rouge et il paraît lui-même compact. D'autres suggèrent que nous assistons peut-être à un moment bref et tumultueux de la vie d'une galaxie. Peut-être sont-ils des galaxies en train de former leur premier trou noir supermassif. Le trou noir
vient de s'éveiller et dévore rapidement du gaz. Cela crée la signature du noyau actif. Pendant ce temps, la galaxie hôte continue de donner naissance à ses étoiles. Finalement, l'énergie de rétroaction du trou noir devient si grande qu'elle arrête la naissance des étoiles et l'objet se transforme en un quasar, tel que nous le connaissons. Une troisième possibilité concerne leur adresse. Les petits points rouges se regroupent au carrefour dense de la toile cosmique. Peut-être que leur formation nécessite des conditions que l'on ne trouve que dans ces régions particulières. Les collisions entre nuages de gaz pourraient déclencher simultanément la croissance du trou noir et la naissance d'étoiles. Les observations du Webb testent ces idées. Une analyse récente a examiné 7 petits points rouges de la même époque cosmique. Tous les 7 montraient des signes de trous noirs surmassifs. Et dans tous les cas, la masse du trou noir était égale à environ 10% de la masse totale des étoiles. Cette cohérence nous dit ceci. Nous ne regardons pas des bizarreries aléatoires, mais une véritable population d'objets aux caractéristiques communes. Leur existence soutient des scénarios qui montrent à quelle vitesse les trous noirs peuvent se former par des voies comme l'effondrement direct. Un autre mystère concerne ces galaxies hôtesses elles-mêmes. Lorsque le Webb regarde avec une sensibilité extrême autour de ces points rouges, il détecte parfois une lueur faible et diffuse. Cela indique que ce noyau rouge dense se trouve au cœur d'une galaxie beaucoup plus grande et plus faible. La galaxie est si faible par rapport à son noyau actif qu'elle se perd presque dans sa lumière. Comprendre cette relation entre la galaxie faible et ce noyau brillant révélera comment les trous noirs et leurs maisons grandissent ensemble. Les petits points rouges représentent l'une des plus grandes surprises des premières années du Webb. Personne ne s'attendait à trouver autant de ces objets énigmatiques. Chaque nouvelle observation ajoute de nouvelles pièces à ce grand puzzle, mais l'image complète reste floue. Et tandis que les petits points rouges surprennent les scientifiques à ces petites échelles, la structure à grande échelle de l'univers présente ses propres défis. Alors, que choisirions-nous ? Résoudre un mystère ou vivre dans le confort de notre ignorance ? L'univers ne nous offre pas ce choix. Il nous offre des mystères. Ces petits points rouges nous défient. Ils repoussent doucement les limites des théories que nous pensions connaître, résistant aux explications simples. Et pourtant, ils sont là, des faits, nombreux, qui attendent d'être compris. La toile cosmique, une structure tissée de ténèbres et de lumière. L'univers n'est pas une toile lisse. La matière est rassemblée par les mains, invisibles de la gravité. Elle forme une structure gigantesque qui dépasse notre imagination, que nous appelons la toile cosmique. Les galaxies se regroupent le long de filaments tissés par la matière noire. Des chaînes scintillantes s'étendant sur des centaines de millions d'années-lumière. Au croisement de ces filaments naissent d'immenses amas de galaxies. Et entre les filaments s'étendent de vastes vides de faible densité, où seules quelques galaxies se perdent. Cette structure est née des minuscules fluctuations de densité qui existaient au tout début, peu après le Big Bang. Les régions, juste un peu plus denses que la moyenne, ont attiré plus de matière vers elles par gravité. Au fil de milliards d'années, ces petites différences se sont transformées en la toile majestueuse que nous voyons aujourd'hui. Suivre cette toile en remontant le temps, c'est comprendre comment la structure de l'univers a évolué de ses débuts lisses à la distribution grumeleuse que nous observons aujourd'hui. Le Webb nous permet de voir cette grande architecture dans les profondeurs les plus lointaines du temps. En cartographiant les galaxies de l'univers primitif, nous pouvons reconstituer à quoi ressemblait la toile cosmique lorsque la réalité avait moins de 2 milliards d'années. La toile existait déjà,
mais dans un état moins développé. Les filaments étaient plus courts, moins prononcés. Les amas commençaient tout juste à se former. Imagine une carte tridimensionnelle, montrant comment les galaxies sont réparties à différentes époques cosmiques. Cette carte nous révèle que la toile cosmique existait déjà très tôt dans l'histoire. Même lorsque l'univers avait moins d'1 milliard d'années, les galaxies se rassemblaient de manière distincte le long de ces filaments. L'architecture de base était déjà en place. Ce qui a changé avec le temps, c'est l'épaisseur des filaments et la masse des amas hauneux. Comprendre cette évolution met à l'épreuve nos modèles cosmologiques. La vitesse de croissance de la structure dépend des composants mystérieux de l'univers, à savoir la matière noire et l'énergie sombre. L'évolution que nous observons offre un test important pour nos théories. La matière noire constitue environ 85% de toute la matière de l'univers. C'est le squelette invisible de la toile cosmique. Les galaxies, elles, se forment là où cette matière noire est la plus dense. Le web ne peut pas voir directement la matière noire, mais en cartographiant les galaxies visibles, il cartographie indirectement la distribution de la matière noire. Les galaxies sont comme l'écume brillante dans les lits des rivières où cette matière noire est la plus dense. En étudiant comment elles se rassemblent, nous obtenons des informations sur la structure invisible qui a façonné leur formation. D'un côté, il y a les univers créés par notre esprit, les simulations. De l'autre, il y a l'univers réel que le web nous montre. Lorsque nous comparons les deux, nous voyons une bonne concordance à grande échelle. Mais lorsque nous descendons à des échelles plus petites, des divergences apparaissent, là où naissent de nouvelles questions. Cela pourrait indiquer que la formation des galaxies est une danse plus complexe que ne le permettent nos modèles actuels. La toile cosmique influence également le caractère des galaxies. Les galaxies dans les régions denses interagissent plus souvent, fusionnent. Les galaxies dans les vides mènent une vie plus calme. Et ces petits points rouges, ils ne se trouvent pas partout sur cette toile. Ils se regroupent le long des filaments, dans des régions de densité modérée. C'est un indice important sur ce qui déclenche leur formation. Peut-être que la combinaison d'un approvisionnement suffisant en gaz et d'interactions fréquentes crée les conditions spéciales requises pour cette croissance rapide des trous noirs. Imagine voyager dans la toile cosmique, flottant le long des filaments brillants, traversant les amas de galaxies au carrefour, regardant l'infini étiré des vides. Cette toile n'est pas seulement une structure, c'est, en un sens, un destin. Les galaxies naissent là où la toile est dense. Là où elle est fine, elle meurt de faim. Nous sommes tous les habitants de cette architecture invisible. Le paradoxe de la densité. Pourquoi les galaxies ont-elles rétréci? Dans l'univers proche, les galaxies ont une densité typique. Mais les galaxies de l'univers primitif brisent complètement cette règle. Elles sont beaucoup plus denses que les galaxies modernes. Certaines sont 1000 fois plus denses. Cela signifie qu'elles concentrent la même quantité de masse stellaire dans un volume 1000 fois plus petit. Cela crée un paradoxe. Si les galaxies ont commencé petites et denses pour ensuite devenir grandes et diffuses, alors quelque chose a dû les faire gonfler avec le temps, comme un ballon. C'est l'exact opposé de ce que la plupart des théories prédisent. Alors, comment est-ce possible? Une explication concerne les fusions. Lorsque deux galaxies entrent en collision, leurs étoiles ne se heurtent pas réellement. Elles se croisent silencieusement. Mais les interactions gravitationnelles redistribuent les étoiles. Et la galaxie fusionnée est plus grande et moins dense que les deux galaxies qui l'ont formée. Des fusions répétées sur des milliards d'années peuvent progressivement réduire la densité moyenne des galaxies. Un autre facteur est le halo de matière noire.
Chaque galaxie se trouve au centre d'un halo de matière noire, gigantesque, qui l'enveloppe. À mesure que ce halo grandit, il peut provoquer la migration des étoiles vers l'extérieur. Les vents énergétiques des supernovas et des trous noirs jouent également un rôle. Ces vents, à l'échelle galactique, peuvent pousser le gaz hors de la galaxie, réduisant l'attraction gravitationnelle au centre et permettant aux étoiles de s'installer sur des orbites plus larges. Et bien sûr, il y a le gaz lui-même. Les premières galaxies contenaient beaucoup plus de gaz par rapport aux étoiles. Le gaz est plus compressible que les étoiles. À mesure qu'une galaxie vieillit et transforme ce gaz en étoile, elle devient naturellement moins dense. Quelle que soit l'explication, la réalité que le web nous montre ne change pas. Les galaxies de l'univers primitif n'étaient pas simplement des versions plus petites des galaxies d'aujourd'hui. C'étaient des entités fondamentalement différentes dans leur structure et leur dynamique. Comprendre cette transformation est la clé pour comprendre comment les galaxies se forment et évoluent. Et ces différences vont bien au-delà de la simple densité. Le web dispose d'un autre outil pour regarder encore plus profondément dans le temps lui-même. Un cadeau que nous a légué Einstein en personne. En ce moment même, à l'aube la plus précoce de l'univers, des étoiles qui ne devraient jamais exister explosent. Des soleils gigantesques composés d'hydrogène et d'hélium pur. Pas d'éléments lourds, pas de carbone, pas de fer, juste la matière la plus primitive, la plus pure du cosmos. Ces premières étoiles ont allumé la grande obscurité et l'ont transformée en un océan de gaz ionisé. Le web cherche maintenant leurs traces. Mais ce que le télescope trouve ne correspond à aucune théorie que nous connaissons. Les fantômes de la première génération imaginent une étoile 100 fois plus grande que notre Soleil. Elle brûle si brillamment qu'elle meurt en seulement quelques millions d'années. Les astronomes appellent ces géants les étoiles de population 3. Elles se sont formées à partir du premier gaz créé lors du Big Bang. Un matériau vierge, intact, non affecté par les générations d'étoiles précédentes. Alors, pourquoi ces étoiles étaient-elles si monstrueuses? Parce que, sans éléments lourds, le gaz ne pouvait pas se refroidir efficacement. Les nuages de gaz chaud résistent à l'appel de la gravité. Seuls les nuages les plus grands et les plus massifs pouvaient surmonter cette résistance pour devenir des étoiles. Les simulations montrent des géants inimaginables, avec des masses comprises entre 50 et 500 masses solaires. Ces titans ont vécu brièvement et sont morts magnifiquement. Ils ont explosé en supernova et ont dispersé les premiers éléments lourds dans l'espace. L'oxygène, le carbone, le silicium. Ils ont offert à l'univers les briques nécessaires aux planètes et à la vie. Sans les étoiles de population 3, nous n'existerions pas. Mais personne n'a encore vu une de ces étoiles primitives. Elles ont disparu il y a des milliards d'années, consumées dans des tempêtes de feu cosmiques, ne laissant derrière elles que leurs empreintes chimiques. Le web recherche les derniers survivants dans les galaxies les plus lointaines. Dans le système GNZ11, le télescope a découvert d'étranges raies spectrales, une forte émission d'hydrogène avec des rapports inhabituels. Ce motif correspond aux régions où se forment les étoiles de population 3. Les preuves ne sont pas concluantes, mais cette possibilité excite les chercheurs. Serait-ce la première observation? Pense à son importance. Nous verrions la lumière des toutes premières étoiles, les objets qui ont sorti l'univers de la grande obscurité. Cette découverte nous relierait directement au premier chapitre de l'histoire cosmique. Mais, pendant que les astronomes cherchent ces fantômes, le web observe quelque chose de beaucoup plus actuel. Des étoiles qui meurent dans le cosmos lointain. Des cris de mort venus du temps primordial.
un sursaut gamma a été détecté. Il n'a duré que quelques secondes. Mais, dans ce bref instant, il a libéré plus d'énergie que notre Soleil n'en émettra en 10 milliards d'années. Son origine remontait à seulement 730 millions d'années après le Big Bang. C'était l'instant de l'effondrement d'une étoile de grande masse. Tandis que le noyau se transformait en trou noir, des jets jaillissant de l'intérieur de l'étoile mourante à une vitesse proche de celle de la lumière produisaient des radiations gamma. Le Webb a observé la lueur résiduelle de cet événement et la mesure a révélé quelque chose de surprenant. Cette supernova primitive ressemblait remarquablement aux explosions modernes. Sa luminosité, son spectre et son évolution dans le temps étaient incompatibles avec les supernovas que nous voyons dans notre voisinage cosmique immédiat. C'est à la fois rassurant et mystérieux. Rassurant parce que cela montre que les lois de la nature ne changent pas à travers le temps et l'espace. Mystérieux parce que les conditions de l'univers primitif étaient extrêmement différentes. Cette similitude nous murmure que la métallicité a peut-être moins d'impact que nous le pensions, ou que les plus grandes étoiles meurent de manière similaire, indépendamment de leur composition. Ce brouillard se dissipe. Après le Big Bang, l'univers brillait, puis il s'est refroidi et s'est couvert d'un brouillard sombre. Puis, les premières étoiles se sont allumées. Leur intense rayonnement ultraviolet a commencé à dissiper ce brouillard d'hydrogène neutre environnant. Elles ont créé des bulles de gaz ionisés et transparents. Ces bulles ont grandi, ont fusionné, et en quelques centaines de millions d'années, l'univers entier a été rayonisé. Le Webb a été développé spécifiquement pour étudier cette époque, ce grand moment d'illumination. Et l'histoire qu'il nous raconte est la suivante. Il semble que ce ne soient pas des monstres exotiques, comme les quasars, qui ont fait ce grand travail, mais ces premières galaxies, apparemment ordinaires, remplies d'étoiles. La chronologie reste entourée de mystères, mais les premiers résultats indiquent que le processus s'est accéléré alors que l'univers était encore très jeune. L'image qui se dessine est celle d'un processus complexe, inégal, variant d'une région à l'autre. Le choc des titans. Une galaxie avait 2 noyaux brillants. C'est ce que les astronomes ont immédiatement remarqué en regardant les images du système ZS7 avec le Webb. L'analyse spectrale a montré que les 2 points brillants étaient entourés de gaz en rotation rapide. C'était la signature d'un trou noir. Z7 contenait 2 trous noirs supermassifs en orbite l'un autour de l'autre. La plus ancienne fusion de trous noirs jamais découverte. Les 2 objets décrivent une spirale mortelle l'un vers l'autre. Ils sont condamnés à entrer en collision et à fusionner pour former un seul trou noir, encore plus massif. Cette découverte offre un indice important sur la rapidité avec laquelle les trous noirs supermassifs ont pu grandir. Les fusions ont peut-être considérablement accéléré leur croissance. La masse stellaire de ZS7 est similaire à celle de notre voisin, le Grand Nuage de Magellan. Imagine maintenant que cette petite galaxie contienne 2 trous noirs supermassifs, aussi grands que celui au centre de la Voie lactée. Ces trous noirs domineraient la dynamique de toute la galaxie. Trouver cette fusion si tôt dans l'histoire cosmique montre que les processus qui façonnent les galaxies et les trous noirs aujourd'hui étaient déjà à l'œuvre à l'époque. Le Webb a ouvert une fenêtre sur l'aube cosmique. La rayonisation a fait passer l'univers de l'obscurité à la lumière. Les étoiles de population 3 ont allumé la première lumière. Les supernovas ont dispersé des éléments lourds. Les trous noirs ont fusionné et ont grandi. Tout cela s'est produit dans le premier milliard d'années du temps. Et nous assistons à tout cela pour la première fois. L'univers nous révèle ses secrets,
Mais chaque réponse soulève de nouvelles questions. Que s'est-il passé pendant les 200 premiers millions d'années? À quoi ressemblaient les toutes premières étoiles? Quand les âges sombres ont-ils exactement pris fin? Le web continue de chercher. Il regarde plus profondément. Il se rapproche encore plus du début. Les frontières changent. L'impossible devient visible. Et l'univers attend d'être pleinement compris, en personne. En ce moment même, à l'aube la plus précoce de l'univers, des étoiles qui ne devraient jamais exister explosent. Des soleils gigantesques composés d'hydrogène et d'hélium pur. Pas d'éléments lourds, pas de carbone, pas de fer, juste la matière la plus primitive, la plus pure du cosmos. Ces premières étoiles ont allumé la grande obscurité et l'ont transformée en un océan de gaz ionisé. Le web cherche maintenant leurs traces. Mais ce que le télescope trouve ne correspond à aucune théorie que nous connaissons. Les fantômes de la première génération imaginent une étoile 100 fois plus grande que notre Soleil. Elle brûle si brillamment qu'elle meurt en seulement quelques millions d'années. Les astronomes appellent ces géants les étoiles de population 3. Elles se sont formées à partir du premier gaz créé lors du Big Bang. Un matériau vierge, intact, non affecté par les générations d'étoiles précédentes. Alors, pourquoi ces étoiles étaient-elles si monstrueuses? Parce que, sans éléments lourds, le gaz ne pouvait pas se refroidir efficacement. Les nuages de gaz chaud résistent à l'appel de la gravité. Seuls les nuages les plus grands et les plus massifs pouvaient surmonter cette résistance pour devenir des étoiles. Les simulations montrent des géants inimaginables, avec des masses comprises entre 50 et 500 masses solaires. Ces titans ont vécu brièvement et sont morts magnifiquement. Ils ont explosé en supernova et ont dispersé les premiers éléments lourds dans l'espace. L'oxygène, le carbone, le silicium. Ils ont offert à l'univers les briques nécessaires aux planètes et à la vie. Sans les étoiles de population 3, nous n'existerions pas. Mais personne n'a encore vu une de ces étoiles primitives. Elles ont disparu il y a des milliards d'années, consumées dans des tempêtes de feu cosmiques, ne laissant derrière elles que leurs empreintes chimiques. Le web recherche les derniers survivants dans les galaxies les plus lointaines. Dans le système GNZ11, le télescope a découvert d'étranges raies spectrales, une forte émission d'hydrogène avec des rapports inhabituels. Ce motif correspond aux régions où se forment les étoiles de population 3. Les preuves ne sont pas concluantes, mais cette possibilité excite les chercheurs. Serait-ce la première observation? Pense à son importance. Nous verrions la lumière des toutes premières étoiles, les objets qui ont sorti l'univers de la grande obscurité. Cette découverte nous relierait directement au premier chapitre de l'histoire cosmique. Mais, pendant que les astronomes cherchent ces fantômes, le web observe quelque chose de beaucoup plus actuel. Des étoiles qui meurent dans le cosmos lointain. Des cris de mort venus du temps primordial. Un sursaut gamma a été détecté. Il n'a duré que quelques secondes. Mais, dans ce bref instant, il a libéré plus d'énergie que notre Soleil n'en émettra en 10 milliards d'années. Son origine remontait à seulement 730 millions d'années après le Big Bang. C'était l'instant de l'effondrement d'une étoile de grande masse. Tandis que le noyau se transformait en trou noir, des jets jaillissant de l'intérieur de l'étoile mourante à une vitesse proche de celle de la lumière produisaient des radiations gamma. Le web a observé la lueur résiduelle de cet événement et la mesure a révélé quelque chose de surprenant. Cette supernova primitive ressemblait remarquablement aux explosions modernes. Sa luminosité, son spectre et son évolution dans le temps étaient incompatibles avec les supernovas que nous voyons dans notre voisinage cosmique immédiat. C'est à la fois rassurant
et mystérieux. Rassurant parce que cela montre que les lois de la nature ne changent pas à travers le temps et l'espace. Mystérieux parce que les conditions de l'univers primitif étaient extrêmement différentes. Cette similitude nous murmure que la métallicité a peut-être moins d'impact que nous le pensions, ou que les plus grandes étoiles meurent de manière similaire, indépendamment de leur composition. Ce brouillard se dissipe. Après le Big Bang, l'univers brillait, puis il s'est refroidi et s'est couvert d'un brouillard sombre. Puis, les premières étoiles se sont allumées. Leur intense rayonnement ultraviolet a commencé à dissiper ce brouillard d'hydrogène neutre environnant. Elles ont créé des bulles de gaz ionisés et transparents. Ces bulles ont grandi, ont fusionné, et en quelques centaines de millions d'années, l'univers entier a été rayonisé. Le web a été développé spécifiquement pour étudier cette époque, ce grand moment d'illumination. Et l'histoire qu'il nous raconte est la suivante. Il semble que ce ne soient pas des monstres exotiques, comme les quasars, qui ont fait ce grand travail, mais ces premières galaxies, apparemment ordinaires, remplies d'étoiles. La chronologie reste entourée de mystères, mais les premiers résultats indiquent que le processus s'est accéléré alors que l'univers était encore très jeune. L'image qui se dessine est celle d'un processus complexe, inégal, variant d'une région à l'autre. Le choc des titans. Une galaxie avait 2 noyaux brillants. C'est ce que les astronomes ont immédiatement remarqué en regardant les images du système ZS7 avec le web. L'analyse spectrale a montré que les 2 points brillants étaient entourés de gaz en rotation rapide. C'était la signature d'un trou noir. Z7 contenait 2 trous noirs supermassifs en orbite l'un autour de l'autre. La plus ancienne fusion de trous noirs jamais découverte. Les 2 objets décrivent une spirale mortelle l'un vers l'autre. Ils sont condamnés à entrer en collision et à fusionner pour former un seul trou noir, encore plus massif. Cette découverte offre un indice important sur la rapidité avec laquelle les trous noirs supermassifs ont pu grandir. Les fusions ont peut-être considérablement accéléré leur croissance. La masse stellaire de ZS7 est similaire à celle de notre voisin, le Grand Nuage de Magellan. Imagine maintenant que cette petite galaxie contienne 2 trous noirs supermassifs, aussi grands que celui au centre de la Voie lactée. Ces trous noirs domineraient la dynamique de toute la galaxie. Trouver cette fusion si tôt dans l'histoire cosmique montre que les processus qui façonnent les galaxies et les trous noirs aujourd'hui étaient déjà à l'œuvre à l'époque. Le web a ouvert une fenêtre sur l'aube cosmique. La rayonisation a fait passer l'univers de l'obscurité à la lumière. Les étoiles de population 3 ont allumé la première lumière. Les supernovas ont dispersé des éléments lourds. Les trous noirs ont fusionné et ont grandi. Tout cela s'est produit dans le premier milliard d'années du temps. Et nous assistons à tout cela pour la première fois. L'univers nous révèle ses secrets, mais chaque réponse soulève de nouvelles questions. Que s'est-il passé pendant les 200 premiers millions d'années? À quoi ressemblaient les toutes premières étoiles? Quand les âges sombres ont-ils exactement pris fin? Le web continue de chercher. Il regarde plus profondément. Il se rapproche encore plus du début. Les frontières changent. L'impossible devient visible. Et l'univers attend d'être pleinement compris. C'est précisément notre quête du commencement de toute chose qui nous amène à l'une des plus grandes questions. Qu'est-ce que ce temps au sein duquel tout cela se déroule? Si nous concevons un début à tout, cela ne signifie-t-il pas que sa fin existe déjà? Est-il possible que le futur existe déjà, mais que le flux du temps que nous expérimentons ne soit qu'une illusion? Nous explorerons ensemble cette perspective fascinante, qui voit l'univers non pas comme une séquence d'événements,
mais comme une structure complète, éternelle et entière lors de notre prochain voyage. Pour ne pas manquer cette discussion aux limites de notre compréhension, reste avec nous. Et voilà cette promesse, qui attend silencieusement dans le vide interstellaire. La promesse que la vie d'un être humain puisse défier les distances inconcevables du cosmos. En fin de compte, toutes ces équations, ces voyages et ces sacrifices sont une tentative de l'humanité pour comprendre sa place dans l'univers et les limites qu'elle peut atteindre. Mais alors que nous traçons l'horizon de nos propres voyages, l'univers lui-même a construit des structures si vastes que nos voyages les plus audacieux ne sont qu'un souffle à côté. Pendant que nous rêvons de distances intergalactiques, dans les profondeurs de l'obscurité, repose un géant silencieux, assez grand pour engloutir des milliers de galaxies de la Voie lactée. Ce n'est pas une étoile, ce n'est pas non plus un amas de galaxies. C'est le plus grand objet singulier que nous ayons jamais trouvé, gravé dans le tissu de l'univers, flirtant avec les limites de la physique que nous connaissons. Dans notre prochain voyage onirique, nous lèverons le voile sur le secret de ce géant cosmique et verrons comment il redéfinit tout ce que nous savions sur l'échelle de l'univers. Pour nous rejoindre dans cette mystérieuse découverte, n'oublie pas de prendre ton billet fait de poussière d'étoiles, c'est-à-dire de t'abonner. D'ici là, que l'univers soit ton rêve.